Grande interview aujourd'hui donc de Romain Bonenfant. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous dans Smart Tech. Vous êtes le directeur général de la Fédération française des télécoms depuis quelques jours, puisque c'est le 28 août que le conseil d'administration a procédé à votre nomination. Un mot sur la FF Télécom. Donc vous représentez le secteur des télécoms, les principaux opérateurs, les grands opérateurs, à l'exception de Free. Alors tout à fait, la Fédération française des télécoms est une association des opérateurs de communication électronique dans toute leur diversité. C'est-à-dire que c'est des grands opérateurs commerciaux, des opérateurs d'infrastructures tels qu'on les connaît, donc Orange, SFR, Bouygues Télécom, mais aussi des opérateurs spécialisés entreprises comme Colt, Verizon, Odigo ou One par exemple. Et puis voilà, donc on représente vraiment les opérateurs dans tout leur métier finalement. Et comme vous le remarquez, effectivement, Free n'est pas membre de la FFT, mais nous travaillons régulièrement avec Free. Bon, c'est son côté trublion. Mais d'ailleurs, j'ai noté que vous étiez passé à l'ARCEP l'année du lancement de Free Mobile. Ça m'amène à cette question. Partout, on se demande, est-ce qu'on va repasser à un marché à trois grands opérateurs au lieu de 4 ? Alors bien évidemment, la Fédération française des télécoms n'est pas impliquée dans les questions concurrentielles, donc je ne vais pas répondre directement à votre réponse. Peut-être de manière générale, si on regarde la réglementation des télécoms avec un prisme assez large, ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, depuis la libéralisation, l'ouverture à la concurrence qui a commencé globalement en 98 et après, aujourd'hui, le monde a changé finalement. C'est-à-dire qu'on a des opérateurs qui représentent aujourd'hui 40% de l'économie numérique française, mais qui pourtant représentent peut-être beaucoup plus en termes d'attention réglementaire, en termes de régulation, en termes également d'impôts. 40% de l'économie numérique française en termes de valeur, mais 80% des impôts et des taxes de l'économie numérique sont payés par les opérateurs. Et oui, ce qui vous amène à certaines démarches dont on va parler. Juste pour vous présenter un petit peu plus précisément, vous êtes ingénieur général des mines, vous êtes passé donc par la Commission européenne, les services du Premier ministre, le ministère de l'économie et des finances, je l'ai dit également à l'ARCEP. Vous avez exercé comme ça de nombreuses fonctions diverses dans les secteurs publics et privés également, en lien avec les sujets de régulation, mais également les questions de politique industrielle, de soutien à l'innovation. Et là, vous êtes au cœur d'une rentrée très importante pour le secteur des télécoms. Alors, on va commencer avec l'arrêt du cuivre, la fin du cuivre. Donc, tous les Français vont être déconnectés de la paire de cuivre, du réseau historique de téléphone et donc de l'Internet par l'ADSL. L'enjeu, c'est de les raccorder à la fibre optique. C'est un projet qui avance assez vite, mais qui rencontre quand même quelques problèmes sur le terrain. Alors tout à fait. Alors d'abord, le déploiement de la fibre en France est un succès. Je pense qu'il faut quand même commencer par là. Si on regarde par rapport notamment au déploiement du réseau téléphonique, au réseau de cuivre, le déploiement de la fibre en France est fait de manière extrêmement rapide. Aujourd'hui, on a 80% des logements ou locaux à usage professionnel qui sont raccordables, c'est-à-dire qu'on peut y installer la fibre, ce qui fait de la France le premier pays en Europe, le premier pays fibré en Europe. Donc c'est absolument considérable. Là où sur le cuivre, si on regarde un déploiement équivalent, on était sur l'ordre d'une trentaine d'années, pareil sur le réseau etc. Donc c'est vraiment le plus grand chantier d'infrastructure du pays qui s'est déroulé de manière incroyable en termes de vitesse. Et effectivement, aujourd'hui, on constate un certain nombre de difficultés qui sont quand même localisées aujourd'hui sur les processus opérationnels de la fibre. Oui. Donc on a d'abord un certain nombre de réseaux qui ont été construits avant la réglementation, qui avaient des processus un petit peu atypiques qui doivent être repris. Donc des plans de reprise ont été demandés. Et les problèmes, c'est principalement sur la fibre optique qui a été posée il y a quoi ? 10 ans ? Alors, il y a une concentration de problèmes sur un certain nombre de réseaux très localisés, effectivement. Et puis après, il y a une question un peu plus générale d'organisation des processus opérationnels sur la fibre. À la différence du cuivre, où il y avait un opérateur d'infrastructure, un opérateur du réseau, qui était l'opérateur historique France Télécom, devenu Orange. Sur la fibre, on a une variété d'opérateurs qui ont déployé, notamment dans des réseaux d'initiative publique, qui doivent communiquer avec des opérateurs commerciaux. Et donc ça nécessite beaucoup d'interactions, beaucoup d'échanges entre ces opérateurs commerciaux et ces opérateurs d'infrastructure. Et ces processus opérationnels qui sont d'être fiabilisés. Donc les opérateurs, en lien avec la Fédération française des télécoms, ont présenté il y a un an au gouvernement et à l'ARCEP un plan pour améliorer la qualité sur la fibre. Donc ça passe par quoi ? Ça passe par de la certification des intervenants, c'est-à-dire des sous-traitants, des opérateurs, la limitation des sous-traitants à 2 rangs, c'est-à-dire des sous-traitants de sous-traitants, mais pas au-delà, des échanges d'informations renforcés sur le terrain, c'est-à-dire savoir quand un opérateur est venu intervenir dans un point d'utilisation, c'est-à-dire un point de réseau, et ensuite être capable de faire des corrélations, etc., des comptes rendus d'intervention avec des photos. Donc voilà, l'échange d'informations
qui est au cœur finalement des processus, j'allais dire, industriels de la fibre qui sont en train de se faire aujourd'hui et de se déployer. Oui, utiliser les outils de communication dans votre industrie finalement. Tout à fait, bien évidemment. Alors, autre sujet majeur que vous portez au sein de la Fédération française des télécoms, c'est cette demande de cofinancement des réseaux européens par les GAFA. Alors, quand on dit les GAFA, on s'adresse à qui? Google, Meta, Netflix? Alors, en fait, la réflexion provient tout simplement d'un constat très factuel. C'est-à-dire qu'on constate aujourd'hui sur les réseaux, et je pense que c'est homogène dans l'ensemble des pays européens, qu'on a un très petit nombre de fournisseurs, 5, 6, qui globalement concentrent plus de 50% du trafic. Alors, ça va varier un petit peu suivant qu'on regarde les réseaux mobiles, les réseaux fixes, suivant les pays, etc. Mais globalement, on retrouve les noms que vous avez cités. Et disons que ces grands fournisseurs de services de l'Internet n'ont pas le même statut que les autres finalement. C'est-à-dire que ce sont des opérateurs qui, par leurs actions individuelles, peuvent avoir un effet direct sur le trafic constaté sur les réseaux des opérateurs et donc sur les investissements des opérateurs. Et pourtant, ces entreprises ne participent pas au financement des réseaux. Vous avez des accords de peering quand même sur le réseau. Alors effectivement, il y a des accords de peering, mais il n'y a pas de normalisation de ces accords de peering. Et donc la réflexion, c'est de constater quand même qu'aujourd'hui, la charge du financement de ces réseaux du très haut débit fixe, on en a parlé, mais également du très haut débit mobile avec la 5G, pèse essentiellement sur les opérateurs télécoms. Les opérateurs télécoms ont dépensé l'an dernier plus de 14 milliards d'euros en investissement dans les réseaux. Et donc, l'idée, c'est de faire participer ces grands fournisseurs de services au financement des réseaux. Et il y a également un autre aspect de la question qui est la dimension environnementale. C'est-à-dire que quand on regarde l'empreinte environnementale du numérique, c'est globalement ce qui est lié au matériel, c'est-à-dire la construction des équipements de réseau, des smartphones, etc. Et puis l'énergie qu'on va utiliser dans les réseaux. Donc on a toujours cette impression que finalement le trafic, entre guillemets, c'est gratuit d'un point de vue environnemental parce que ce qui pèse le plus, c'est la partie équipement. C'est encore plus vrai en France parce qu'en France, notre électricité est décarbonée. Donc la part relative de l'équipement est encore plus importante. Néanmoins, on a cette dynamique finalement avec les fournisseurs de services qui amènent toujours plus de débit sur les réseaux, qui font qu'on est obligé de monter en gamme progressivement les réseaux, les équipements pour les redimensionner, pour les dimensionner à la hauteur de leur flux et sans participation directe de leur part. Effectivement, il y a certains accords de prix, etc. Mais globalement... Donc ça en est où au niveau des discussions sur ce sujet du fair sharing? Alors effectivement, le commissaire breton a engagé cette discussion et il y a une consultation publique qui a été lancée par la Commission au printemps de cette année. On en attend les résultats sur globalement l'avenir finalement de ce cadre de régulation des télécoms et notamment cette partie fair share. On l'attend pourquoi? Pour quand? La fin de l'année? On attend pour, normalement, les prochaines semaines. Très bien. Mais c'est d'autant plus important ce qui se passe, c'est que ces grandes plateformes du numérique ne se contentent plus de faire leur métier de diffuseur de contenu. Ils viennent aussi marcher sur les plates-bandes des métiers des opérateurs. Aujourd'hui, on les voit tirer des câbles transatlantiques. Ils sont en train de vous pousser aussi sur vos modèles, de changer un peu la donne et la concurrence. Alors, ils interviennent sur des segments très spécialisés. Il reste quand même un métier d'opérateur qui est vraiment très, très spécifique et qui est aussi, et je souhaite insister là-dessus, des métiers qui sont extrêmement intéressants, qui sont peut-être moins bien connus finalement, notamment des jeunes. Quand on pense champion du numérique, c'est vrai qu'on a tendance à penser aux GAFA. On ne pense pas forcément aux opérateurs de communication électronique. En France, on a toujours cette tentation de vouloir faire le Google européen, faire l'OpenAI européen, etc. Il ne faut pas oublier qu'on a des champions du numérique en France, ouais. C'est les opérateurs télécoms, 4 opérateurs avec une assise française, et dedans des métiers qui sont tout à fait innovants, qui vont utiliser de l'intelligence artificielle pour la relation client ou l'optimisation des réseaux, de la cybersécurité, du logiciel avec la virtualisation des réseaux, la 5G, etc. Voilà, donc plein de choses sur lesquelles la FFT travaille également. Vous avez raison de le rappeler. Alors, cet autre sujet qui nous intéresse en France, c'est le projet de loi porté par le ministre Jean-Noël Barrot pour sécuriser et réguler Internet, qui va finalement avoir un impact assez important aussi sur votre activité. On a notamment le filtre anti-arnaque dont vous allez être partie prenante. Alors, sur quoi vous travaillez? Qu'est-ce que ça va demander comme investissement et où est-ce qu'on en est? Alors, de manière générale, les opérateurs télécoms sont des partenaires, finalement, des autorités publiques pour promouvoir un Internet responsable. C'est-à-dire qu'eux-mêmes initient, indépendamment de l'activité législative, des actions dans le domaine, que ce soit pour la lutte contre la fraude, que ce soit des filtres de contrôle parental à disposition
à disposition des familles. La Fédération française des télécoms est également active dans ce domaine. Nous éditons par exemple un guide à destination des parents pour accompagner les enfants sur Internet. Donc la FFT, globalement, ses membres se retrouvent dans les objectifs de ce projet de loi. Donc vous l'avez dit, ce projet de loi comporte un certain nombre de dispositions qui concernent directement les opérateurs télécoms, comme le filtre anti-arnaque. De manière générale... Le blocage aussi de sites pornographiques. Le blocage de sites, effectivement, s'ils dans certains n'appliquent cas, pas la reconnaissance, l'identification de l'âge. Aujourd'hui, donc tout ça est tout à fait possible pour les opérateurs. La question est plus technique, de savoir comment on le fait, dans quel délai, avec quels moyens, également la partie coût associée, effectivement. Et donc là, on devrait avoir des réponses sur comment on le fait, sur toute cette partie technique. Tout à fait, assez rapidement. Le diable est dans le détail, comme d'habitude, Ouais. et tout ça, c'est dans le processus législatif qui est en cours. Alors, à propos de ces processus législatifs et plus globalement de la régulation, on entend aussi beaucoup cette inquiétude de la part du marché en Europe de surrégulation européenne. Disons que de manière générale, c'est vrai qu'on voit que le marché européen, par exemple, est très fragmenté. Si on regarde par rapport au marché américain, si on se donne une certaine taille, on a à peu près une quarantaine d'opérateurs mobiles en Europe, comparé à peu près 3, 4, 5, suivant comment on compte, aux États-Unis. Et puis une législation spécifique effectivement aux opérateurs télécoms. Donc ça rejoint ce que je disais un peu au début, le fait que l'attention quelque part réglementaire, historiquement, c'est lié à la libéralisation. Il reste des questions concurrentielles sur lesquelles la Fédération française des télécoms n'intervient pas, où cette législation est nécessaire. Il y a des choses qui sont spécifiques aux télécoms, mais quand même, il faut avoir une vision quand même beaucoup plus large finalement de la régulation du numérique. On voit bien que ça arrive. On a parlé du projet de loi sécuriser et réguler l'espace numérique, qui touche bien les services. On a au niveau européen le DSA, le Digital Service Act, et le DMA, le Digital Market Act. Donc on voit que le rééquilibrage est engagé, mais l'équilibre n'est pas encore tout à fait là. On en est loin encore, voilà. Ouais. Alors, il y a cette info qui est tombée au moment de la keynote Apple, la présentation de son nouvel iPhone. Cette information qui est venue donc de l'ANFR, la vigie, on va dire, sur l'émission d'ondes des smartphones, qui a demandé à Apple de procéder au retrait de la vente des iPhone 12 parce qu'ils dépassaient les seuils recommandés par l'ANFR. Apple ne vend plus son smartphone directement, mais en revanche, on a encore un marché de l'iPhone 12 en France. Qu'est-ce que ça veut dire pour les opérateurs télécoms? Comment vous allez vous organiser si on doit procéder à un appel au retrait total, par exemple, de ce modèle? Aujourd'hui, on est dans une situation un petit peu intermédiaire, effectivement, où l'ANFR a demandé une levée temporaire de la commercialisation. Donc ça concerne directement les opérateurs qui peuvent vendre des smartphones. Donc les opérateurs se sont organisés et s'organisent pour cesser de manière temporaire cette commercialisation, à la fois sur les canaux physiques, en boutique, mais également en ligne. La question maintenant est, j'allais dire, chez Apple, pour savoir quelle va être sa réaction. On a vu que plutôt dans un début de bras de fer. Oui, ils contestent. Mais les options sont effectivement que Apple, par exemple, fasse une mise à jour logicielle, comme ça a été fait dans d'autres cas tout à fait comparables, pour revenir dans les normes, ou bien décide effectivement d'un retrait sur le marché. Bon, je vous propose qu'on passe, Romain Bonenfant, à l'interview express. On va peut-être repasser certains des sujets qu'on a vus ensemble, mais avec des questions très binaires, vous allez voir. D'accord. Alors, oui ou non, vous allez faire le ménage et mettre fin, enfin, aux problèmes sur les raccordements en fibre optique? Oui, définitivement. Il est clair que les opérateurs sont engagés, c'est leur intérêt clair. Les premiers pénalisés, bien évidemment, sont les clients. Mais à la fin, un client mécontent, c'est un problème pour un opérateur. Donc, bien évidemment, les opérateurs sont engagés pour améliorer les processus fibre. Néanmoins, il faut quand même regarder le marché de manière un petit peu plus large aujourd'hui et rappeler qu'il y a quand même pas mal de raccordements fibre, même une majorité de raccordements fibre qui se déroulent sans problème. Pour ou contre rester à 4 opérateurs en France? Je ne peux pas me prononcer, ce n'est pas un sujet sur lequel la Fédération intervient. Vrai ou faux, on peut totalement décarboner l'industrie des télécoms? Partiellement vrai, parce qu'on est engagé dans une démarche de responsabilité, bien évidemment. Les opérateurs, notamment, se sont engagés avec la Fédération française, les principaux opérateurs avec la Fédération française des télécoms, fin 2021, dans une charte pour le numérique durable, dans lequel les opérateurs ont pris l'engagement de parvenir à la neutralité carbone en scope 1, c'est-à-dire leurs propres émissions, et en scope 2, c'est-à-dire l'énergie qu'ils utilisent, à horizon 2040. Donc c'est un objectif qui est déjà extrêmement ambitieux, plus ambitieux que l'objectif européen. Et nous, FFT, publions des indicateurs en lien avec cette charte.
Allez, provocation encore, hein. J'aime ou j'aime pas les GAFA? Je pense que la question est, si je peux me permettre, pas tout à fait bien posée. En tout cas, les GAFA très sont des binaire, vous l'accordez, partenaires. c'est le Voilà. principe. Donc je vais sortir de cette binarité, vous me permettrez. Les GAFA sont des acteurs essentiels de l'Internet, bien évidemment, des services qui sont utilisés et transmis sur les réseaux des opérateurs télécoms. Maintenant, il faut que ce partenariat soit équilibré finalement, et c'est ça notre rôle, ou en tout cas l'action qu'on mène à la Fédération française des télécoms, en particulier sur la question du fair share dont on a parlé. C'est mieux ou c'était mieux avant Starlink? Starlink, c'est donc un service de satellite. De manière générale, dans les télécoms, il y a toujours eu l'utilisation d'une forme de mix technologique. Donc ce sont des services, et encore une fois, on ne prononce pas sur les services individuels, certains de nos membres fournissent des services par satellite. La France a quand même fait résolument le choix de la fibre optique. On a parlé de ce très grand chantier. On a déjà atteint une couverture qui est extrêmement importante au niveau français. On peut aller plus loin. Et d'ailleurs, le gouvernement a des objectifs beaucoup plus ambitieux à horizon fin 2025. Il y a encore un certain nombre d'obstacles à lever parce que là, on va arriver sur des raccordements qui sont beaucoup plus difficiles, où on arrive dans des zones où il n'y a pas de génie civil, où il va falloir rentrer dans des zones où on n'a pas forcément les accords, etc. Donc on va supprimer ces obstacles, mais en tout cas, l'objectif cible, c'est ce réseau fibre pour tout le monde. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu. Romain Bonenfant, directeur général de la Fédération française des télécoms, était avec nous dans Smart Tech. Merci encore. On passe au rendez-vous dans Smart Tech.